Dans cette nouvelle capsule vidéo de ma formation sur Azure Arc, nous allons parler de l'offre Kubernetes activée avec Azure Arc. Donc, l'offre Kubernetes activée avec Azure Arc va vous permettre de connecter vos clusters Kubernetes, peu importe l'emplacement de ces clusters, que ce soit dans Google Cloud Platform, que ce soit dans Amazon Web Services ou bien que ce soit une implémentation sur site qui repose sur Canonical ou encore Rancher, vous serez capable de les connecter à Azure au travers du service Azure Arc et opérationnaliser et gérer vos clusters de façon centralisée à partir d'un seul emplacement. L'intérêt de cette approche, c'est que vous allez bénéficier des fonctionnalités de gestion, de gouvernance et de sécurité d'Azure pour pouvoir monitorer vos clusters Kubernetes. Alors, cette offre Kubernetes activée pour Azure Arc va vous permettre d'utiliser les fonctionnalités de gestion d'Azure, notamment Azure Monitor, qui va vous permettre de collecter des journaux et de superviser l'ensemble de vos clusters Kubernetes, ou encore Azure Policies, qui va vous permettre de définir des politiques sur vos clusters Kubernetes ou encore même des blueprints en ce qui concerne la gouvernance de vos clusters. Vous pourrez également utiliser d'autres services comme le portail Azure pour gérer vos clusters Kubernetes, Azure CLI, Azure PowerShell, etc. Donc, pour que votre cluster Kubernetes soit visible dans Azure à partir d'Azure Arc, il faudrait qu'un agent soit installé sur ce cluster-là. L'agent va permettre de définir et d'attribuer une identité à votre ressource. Cette identité va permettre de visualiser votre ressource dans Azure et de rendre votre ressource en quelque sorte hybride. Ce qui veut dire que vous aurez une ressource sur site et vous aurez sa représentation dans le portail Azure. Grâce à sa représentation dans le portail Azure, on sera donc capable d'utiliser l'ensemble des outils de gestion, d'opérationnalisation et de sécurité d'Azure sur notre ressource Kubernetes. Alors, cette offre nous permet de bénéficier de nombreuses fonctionnalités très intéressantes, dont la gestion centralisée de nos ressources avec Azure Resource Manager. Donc, cette gestion centralisée peut se faire, comme je l'ai cité, à partir du portail Azure. Ça peut se faire en utilisant Azure CLI, ça peut se faire en utilisant les API d'Azure, bref, en utilisant tout outil de gestion disponible pour la plateforme info-nuagique Microsoft Azure. Vous avez également de la supervision à l'aide d'Azure Monitor et à ce niveau, on a une extension pour Kubernetes qui s'appelle Azure Monitor pour Kubernetes. Je vais y revenir un peu plus loin sur les bénéfices et les fonctionnalités qu'on a justement avec cette offre de supervision spécifique au cluster Kubernetes. Également, nous avons de l'application des définitions des stratégies à l'aide d'Azure Policies. Également ici, on a une implémentation d'Azure Policies qui est propre pour Kubernetes et qui s'appuie sur une implémentation open source. Donc, je vais y revenir également un peu plus loin. Et aussi, on a la portion sécurité parce que compte tenu du fait que notre ressource devient en quelque sorte une ressource Azure, on est capable d'utiliser la plateforme d'identité de Microsoft, Microsoft Identity. On est capable d'utiliser même Azure Active Directory pour sécuriser et gérer les accès à cette ressource-là à partir de notre tenant ou bien notre répertoire Azure Active Directory. Il y a également le support de certains services PaaS. Donc, il y a des services PaaS qu'on sera désormais capable de déployer, non pas dans
l'info nuagique Microsoft Azure, mais directement dans notre cluster Kubernetes, que ce soit sur site, sur Amazon, sur Google, peu importe l'emplacement d'exécution. Là aussi, je vais y revenir un peu plus loin. Il y a également de la sécurité avec la plateforme de sécurité d'Azure, Microsoft Defender. Ici, on a le Microsoft Defender pour Kubernetes également qui est offert et qui va permettre de sécuriser nos clusters Kubernetes et de recevoir des alertes en ce qui concerne la sécurité et la configuration de sécurité au niveau de nos clusters Kubernetes. On a également la prise en charge des scénarios de GitOps qui vont nous permettre de bénéficier des fonctionnalités d'automatisation de la configuration de nos clusters Kubernetes et même de l'automatisation au niveau du déploiement des actifs dans nos clusters Kubernetes. Et pour finir, on a le support d'Open Service Mesh pour l'observabilité et l'application des stratégies sur les interactions service à service. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir de Azure, à partir du portail Azure, on a justement le service OpenMesh qui est disponible de façon automatique et qui va nous permettre de tirer parti de ces fonctionnalités d'observabilité et des stratégies en ce qui concerne la communication qu'il y a entre les différents services que nous avons dans notre cluster Kubernetes. Alors, dans cette panoplie de fonctionnalités, je vais revenir sur quelques-unes des fonctionnalités que je trouve très, très intéressantes. Donc, la première fonctionnalité sur laquelle je voudrais revenir, c'est Azure Policies pour Kubernetes. Donc, avec le fameux Azure Policies pour Kubernetes, il s'agit ici d'une implémentation de Microsoft, donc d'une implémentation d'Azure Policies qui est spécifique à Kubernetes. Cette implémentation s'appuie sur le Open Policies Agent, donc OPA, qui est un moteur de stratégie open source pour Kubernetes qui est développé de façon indépendante par une communauté de développeurs. Et également, il faut noter qu'avec cette approche-là, on a plusieurs politiques préconçues qui existent déjà, dans des politiques built-in, qui existent déjà sur lesquelles on peut directement s'appuyer pour appliquer des stratégies à notre cluster Kubernetes afin de maintenir une certaine cohérence et une certaine gouvernance. On peut par exemple décider de restreindre des images qui peuvent être utilisées pour déployer des conteneurs en utilisant la stratégie built-in garantit seulement les images conteneurisées autorisées dans un cluster Kubernetes. On peut également empêcher les conteneurs d'utiliser l'élévation des privilèges en activant la politique les clusters Kubernetes ne doivent pas autoriser la réaffectation de privilèges de conteneurs. Donc, on a plusieurs politiques. J'ai juste pris quelques-unes que j'ai trouvées sur le site de Microsoft. On a plusieurs politiques qui sont spécifiques à Kubernetes dont on peut en tirer parti dans au niveau de nos clusters Kubernetes centralisés qu'on gère à partir de Azure Arc. Donc, en ce qui concerne Azure Monitor, on a également une offre Azure Monitor pour conteneurs. La façon dont Azure Monitor fonctionne, c'est qu'il va permettre de superviser nos ressources, nos ressources dans Azure et également nos ressources sur site qui ont été connectées avec Azure Arc. Toutefois, si on l'applique à des conteneurs, il va permettre de superviser notre cluster Kubernetes, mais il ne va pas superviser ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, c'est nos nœuds, nos pods, etc. Il ne va pas superviser cela. Alors, l'offre Azure Monitor pour des conteneurs va venir étendre les fonctionnalités de Azure Monitor pour permettre la supervision de l'état de nœuds, des pods, des pools et même des conteneurs qui s'exécutent dans notre cluster
OK? Cette offre-là est directement offerte pour le service manager Kubernetes de Microsoft, Azure Kubernetes Services, tandis que pour les autres clusters Kubernetes, à savoir Google Kubernetes Engine ou encore l'offre d'Amazon, il faut passer par Azure Arc pour pouvoir bénéficier bien évidemment de cette fonctionnalité de monitoring de l'ensemble de nos clusters. Il faut savoir que toutes les distributions de Kubernetes qui sont supportées par Azure Arc pourront bénéficier également de Azure Monitor pour conteneurs. Ensuite, on a une autre belle fonctionnalité qui est le support des scénarios GitOps. Donc, avec l'approche GitOps, ce qu'on nous dit concrètement, c'est qu'on peut avoir nos clusters Kubernetes, peu importe l'emplacement où ces clusters s'exécutent. Donc, on peut avoir nos clusters dans Google Kubernetes Engine, on peut avoir nos clusters sur Azure Stack, HCI, on peut avoir nos clusters chez Amazon avec EKS, Kubernetes Elastic, on peut avoir des offres ranchers, peu importe le fournisseur de cluster, tant que c'est supporté par Azure Arc, on pourra l'utiliser avec Azure Arc. Donc ici, on a nos clusters qui sont disparates et qui sont provisionnés, hébergés à différents emplacements sur site dans des clouds publics, etc. On voudrait utiliser l'approche des scripting, donc ici infrastructure en tant que code, pour pouvoir définir la configuration de nos clusters et maintenir une certaine cohérence au niveau de l'ensemble de nos clusters. Avec l'approche GitOps, on va utiliser les scripts qui ont été versionnés dans un dépôt Git, peu importe le fournisseur, que ce soit GitLab, GitHub, etc. On va donc pouvoir utiliser ces scripts-là qui ont été versionnés comme source de vérité pour notre cluster. Ce qui revient en quelque sorte à dire que l'ensemble de nos clusters, à partir d'Azure Arc, on sera capable de mettre en place des pipelines d'automatisation qui vont aller récupérer les configurations qu'on a définies dans notre dépôt de code source Git et appliquer ces configurations-là à l'ensemble de nos clusters Kubernetes sur site, dans Amazon, sur Google, etc. Ça va permettre d'avoir une certaine uniformité au niveau de nos clusters. Ça va permettre rapidement de définir une configuration qui va être appliquée d'un coup à l'ensemble de nos clusters, peu importe l'emplacement, etc. Vous voyez qu'ici, on a quand même on a de nombreuses plus-values à utiliser cette approche parce que non seulement on s'appuie sur de l'infra en tant que code qui est une approche recommandée pour configurer nos actifs. En plus, on définit on définit la configuration de façon centralisée de nos clusters et cette configuration est appliquée directement à l'ensemble de nos clusters. Donc ici, on gagne en vélocité et c'est tout simplement une très bonne chose qu'on peut mettre en place en utilisant cette approche-là. Ensuite, une autre fonctionnalité qu'on a avec Azure Arc est le support des services PaaS dans Azure en utilisant Kubernetes. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très, très intéressante et qui avait été annoncée par Microsoft lors de sa conférence, je crois que c'était Build ou Ignite de l'année dernière. Donc concrètement, le besoin qu'on veut résoudre ici, c'est de permettre aux entreprises qui ont des enjeux au niveau de la souveraineté des données, au niveau des enjeux légaux à respecter, etc. Et de pouvoir exploiter le développement cloud natif, même si leurs actifs doivent être déployés sur site. Donc, je m'explique. Prenons une entreprise qui a décidé d'aller vers le cloud public et qui a décidé d'adopter une architecture microservice et en faisant bien évidemment du développement cloud natif. En architecture microservice et en développement cloud natif, on va aller
opter pour des solutions en fonction de nos besoins. Okay? Ça veut dire que si dans mon architecture, j'ai un microservice dont la finalité, c'est d'exécuter des traitements chaque jour à peut-être 22 heures, okay? Donc de faire des traitements de l'eau à 22 heures, à ce moment, je vais m'orienter vers Azure Function pour pouvoir développer et déployer cette application-là. Ensuite, si j'ai une API que je veux mettre en place, je vais m'orienter vers Azure App Service pour pouvoir héberger cette API. Si j'ai un workflow d'entreprise que je voudrais implémenter, à ce moment-là, au lieu de mettre beaucoup d'efforts à implémenter cela par code, je vais me diriger vers Azure Logic App pour pouvoir implémenter ce microservice-là. Si j'ai besoin d'un service de messagerie asynchrone pour permettre la communication de façon découplée entre mes différents microservices, à ce moment, je pourrais me tourner vers un Azure Event Grid. Ce qui veut dire en quelque sorte que si j'ai implémenté ma solution en utilisant une architecture microservice, je peux me retrouver là-dedans à utiliser App Service, Azure Function, Logic App, API Management ou encore Azure Event Grid, okay? Qui sont des services purement cloud et qui sont disponibles dans le pass public de Microsoft. Maintenant, j'ai une nouvelle solution que je dois mettre en place et la sécurité me fait savoir, compte tenu de la confidentialité de données, compte tenu des contraintes réglementaires, il faudrait que cette application-là soit hébergée sur site. Okay? Et pour cette application, j'ai également ce besoin-là d'utiliser du cloud native avec une architecture microservice. Sauf que pour pouvoir utiliser Azure Function, je dois être dans le cloud public. Pour pouvoir utiliser Logic App, je dois être dans le cloud public. Pour pouvoir utiliser Event Grid, je dois être dans le cloud public. Alors, avec la prise en charge des services PaaS dans Kubernetes via Azure App, ce qu'on nous dit concrètement, c'est que désormais, on sera capable de tirer profit de l'ensemble de ces services-là pour implémenter et déployer nos actifs. Sauf qu'ici, nos applications ou microservices ne seront plus déployés dans le cloud public de Microsoft, mais ces applications seront déployées dans notre cluster Kubernetes, peu importe son emplacement. Donc, ça veut dire que si notre cluster Kubernetes est sur site, on sera capable de déployer notre Azure Function là-dedans. On sera capable de déployer notre Azure App Service là-dedans. On sera capable de déployer notre Azure Logic App dedans. On sera capable de déployer également notre Azure Event Grid là-dedans. OK? Donc, c'est quand même une fonctionnalité qui est très, très attendue là et dont la plupart des la plupart des entreprises seront très, très heureuses de l'avoir. Sauf qu'il faut souligner que pour l'instant, la fonctionnalité est encore au stade de préversion, donc à utiliser bien évidemment avec des pincettes. Ensuite, il faut savoir que l'offre Kubernetes activée pour Azure supporte un large panel de distributions et des versions spécifiques de Kubernetes. Donc ici, on a le support de OpenShift Container implémenté par Red Hat. On a le support de Tanzu Kubernetes Grid de VMware et là, les versions qui sont supportées sont spécifiées. On a le support de la distribution de Canonical, également celui de Rancher. Puis, on a aussi le support des implémentations des fournisseurs cloud publics, notamment Elastic Kubernetes Service d'Amazon Web Services ou encore Google Kubernetes Engine de GCP, donc Google Cloud Platform. Okay, donc voilà les distributions de Kubernetes qui sont supportées avec les différentes versions qui sont supportées. Bien évidemment, l'implémentation de Microsoft pour son offre cloud public, Azure Kubernetes Services est également supporté, mais c'est sûr qu'on ne voit pas trop l'intérêt de venir connecter notre cluster AKS à ARC si ce cluster-là se trouve déjà
dans Azure. OK? Ça peut être possible dans les scénarios où on voudrait, par exemple, déployer des services qui passent dans ce cluster-là. Alors, comment est-ce que je connecte dans mon cluster? Comme je l'ai dit, pour connecter au cluster, il va falloir qu'on installe un agent. Mais il y a un certain nombre de prérequis pour être en mesure d'installer cet agent-là. Le premier prérequis, c'est que vous devez avoir un cluster Kubernetes existant. Okay? Que ce soit chez Google, chez Amazon, peu importe. Deuxième, vous devez avoir un accès administrateur pour ce cluster. Donc, il faudrait que vous soyez capable de vous connecter à ce cluster en tant qu'administrateur. Troisième chose, il faudrait qu'il y ait une connectivité sortant depuis le cluster vers Azure et ACR. OK? Pourquoi vers ACR aussi? Parce qu'il y a des images d'enregistrement qui vont être provisionnées dans votre cluster Kubernetes et ces images-là sont hébergées dans Azure Container Registry. Okay. Ensuite, il faudrait que vous ayez un compte d'utilisateur ou un principal de service dans Azure. Donc ici, il faudrait que vous ayez un compte d'utilisateur sur votre abonnement. Et ce compte d'utilisateur-là doit avoir un rôle de contributeur au minimum. Ou à défaut, vous pouvez utiliser un compte de service, c'est qu'on va appeler ici un service principal. OK? Puis, sur votre ordinateur de gestion, dans l'ordinateur que vous allez utiliser pour pouvoir effectuer cette activité-là, donc pour pouvoir effectuer l'enregistrement de votre cluster afin qu'il soit visible dans Azure, il faudrait que vous ayez au minimum Helm 3 installé. Et il faudrait également que vous ayez sur cet ordinateur Azure CLI version 2.15 ou ultérieure d'installer, parce que ça, ce sont les outils que vous allez utiliser pour pouvoir connecter votre cluster. Maintenant, si vous remplissez ces prérequis pour la portion connexion, voici les étapes de connexion. Première chose, vous devez démarrer une session Azure CLI et vous connecter à votre compte Azure. Bien évidemment, inscrire les fournisseurs des ressources pour Azure Arc. Donc, il y a des fournisseurs de ressources qui sont utilisés par Azure Arc que vous devez bien évidemment inscrire au préalable les fournisseurs en question. Donc, il s'agit ici le plus souvent des fournisseurs de connexion, etc. Puis, on doit créer un groupe de ressources. Il faut savoir que lorsqu'on active lorsqu'on enregistre notre cluster Kubernetes, dans Microsoft Azure, il y aura une ressource qui va être créée. Et on sait tous que la création d'une ressource la création d'une ressource se fait dans un groupe de ressources et dans un abonnement. Okay? Donc, il faudrait que dans l'abonnement qu'on voudrait utiliser pour inscrire notre ressource, il faudrait qu'on puisse créer un groupe de ressources dans cet abonnement-là. Puis, on doit valider la connectivité entre notre cluster Kubernetes et Azure. Il y a une commande qu'on va exécuter pour pouvoir valider cette connectivité-là. Une fois la connectivité validée, on va se connecter à notre cluster Kubernetes. On va connecter notre cluster Kubernetes à Azure en exécutant la commande Azure CLI AZ connect Kubernetes connect. Juste à signaler qu'avant d'exécuter cette commande-là, il faudrait qu'on soit dans le contexte de notre cluster Kubernetes. Donc, on soit connecté à notre cluster Kubernetes et qu'on soit dans son contexte en question en utilisant le kubectl set context pour pouvoir être dans ce contexte-là. OK? Puis, une fois qu'on est connecté, on peut utiliser la commande AZ Connected Kubernetes List pour pouvoir lister les clusters Kubernetes. Et dans ces listes-là, bien évidemment, on pourra visualiser notre cluster qu'on vient de connecter. Donc, ceci permet de compléter ce que je voulais vous présenter. Dans la prochaine capsule vidéo, on va passer à la pratique et on va bien évidemment créer et connecter un cluster GKE, donc Google Kubernetes Cluster à Azure Arc
en utilisant les différentes commandes à notre disposition. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine capsule qui va être beaucoup plus pratique et qui nous permettra de connecter notre cluster. Merci pour votre écoute. À la prochaine.